On a un contexte politique assez agité au Québec, mais c'est celui qui a fait le plus parler de lui depuis la fin de la semaine dernière, Stephen Guilbeault, qui a claqué la porte du cabinet Carney. Il siégera maintenant comme député de Laurier-Sainte-Marie. Il est avec nous. Monsieur Guilbeault, bonjour. Bonjour, Jean-François. D'abord, l'histoire de l'entente avec l'Alberta, comme on dit, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais avant ça, il y avait eu beaucoup de choses qui certainement, vous avez déplu dans les décisions de Mark Carney. L'abandon de la taxe carbone, les plafonnements d'émissions de GES, les quotas de voitures électriques. Ça, vous étiez capable de gérer ça, mais l'entente avec l'Alberta, ça a été l'élément de trop. Bien, la perte du prix sur la pollution pour les consommateurs, c'était difficile à avaler, mais en même temps, ce que le premier ministre disait à l'époque, c'est qu'on va compenser par d'autres mesures. Pour la vente des véhicules électriques, présentement, le programme existe toujours, il a été mis en pause. Alors, donc, on ne s'en est pas débarrassé. Et le plafond sur la pollution du secteur du pétrole et du gaz, il y a beaucoup d'experts. À l'époque, quand je l'ai présenté, il y a beaucoup d'experts qui disaient on peut utiliser ce mécanisme-là, mais il y a d'autres façons d'arriver. Par exemple, si on met un prix sur la pollution industrielle, donc pour les grands pollueurs, qui est plus élevé, si on met en place un règlement sur le méthane, gaz à effet de serre très puissant qu'on retrouve beaucoup dans le secteur du pétrole et du gaz, un règlement que j'avais déposé l'avant-projet de règlement, on peut arriver au même résultat. Alors, moi, j'étais encore dans un esprit où, OK, il y a des compromis à faire, c'est correct, mais cette entente-là avec le gouvernement de Daniel Smith, là, on sacrifie le règlement sur l'électricité propre. Au Québec, on a déjà de l'électricité qui est très propre, mais ce n'est pas le cas de plusieurs de nos voisins. En Nouvelle-Écosse, près de 60% de l'électricité produite aujourd'hui est produite avec le charbon. On utilise encore du charbon pour faire de l'électricité au Nouveau-Brunswick. En Saskatchewan, il en restait encore en Alberta. On abandonne le plafond également. On remet en place des subventions aux combustibles fossiles que nous avions éliminées sous le gouvernement de Justin Trudeau. On veut abandonner le moratoire sur les pétroliers sur la côte ouest, dans une zone qui est très difficile pour la navigation, très dangereuse, mais aussi écologiquement très sensible. Alors, c'était trop pour moi. Puis quand on est au cabinet, il faut être solidaire des décisions du gouvernement. Si on ne l'est plus, ben, la seule option, c'est de quitter notre poste de ministre, puis c'est ce que j'ai fait. Oui, M. Guilbeault, on comprend absolument l'explication que vous venez de nous donner, mais à ce compte-là, pourquoi vous ne siégez pas comme indépendant ou vous n'alliez pas à un parti comme le NPD qui est plus proche de vos positions? Pourquoi vous restez libéral, un gouvernement qui vient de renier plusieurs des décisions que vous aviez prises ou encouragées comme ministre de l'Environnement? Bien, d'une part, parce que je pense que malgré le fait que sur cette question-là, je ne partage pas la vision du premier ministre, je continue de penser qu'on est bien mieux servi comme Canadiens et Canadiennes avec Mark Carney devant tous les défis qu'on a devant nous qu'avec quelqu'un comme Pierre Poilievre. Il n'y a aucun doute, puis sincèrement, l'alternative, c'est ça. Le NPD, présentement, ont 7 sièges au Parlement. S'il y a quelqu'un qui pense sérieusement que le NPD pourrait former le gouvernement, du moins à court terme, un jour peut-être. Mais le NPD est quand même plus proche de vos positions environnementales. Le Parti libéral, on dit souvent que c'est un parti, c'est une grande tente. Alors, il y a beaucoup de gens comme moi au sein du Parti libéral qui partagent ma vision sur les questions de l'environnement, de la lutte au changement climatique, qui partagent les mêmes façons de faire. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont écrit au cours des derniers jours d'un bout à l'autre du pays, des collègues libéraux, de d'autres partis aussi, pour me dire félicitations, pour me dire... Puis comme député, moi, je peux continuer à travailler au sein du Parti libéral pour faire avancer ces questions-là qui me sont chères. Vous avez eu des mots très durs envers la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Vous dites que l'Alberta n'est pas un partenaire fiable. Pourquoi? Bien, en fait, je ne parle pas de l'Alberta parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens en Alberta qui sont très pro-lutte au changement climatique, qui m'ont écrit, que je connais. Mais la première ministre Smith, bien, écoutez, elle nous a souvent donné des exemples où on avait des ententes avec elle. Elle revenait sur les ententes. Elle disait... Lors de l'annonce de la semaine dernière, elle disait le contraire de ce que le premier ministre Carney affirmait sur certaines choses, certaines mesures en environnement, par exemple. Moi, je ne pense pas qu'on peut lui faire confiance et je pense que nous allons payer un prix politique très élevé pour essayer de s'entendre avec quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et qui ne sera jamais contente, avez-vous rajouté?
et qui ne sera jamais contente également, pardon, oui. Et en terminant, vous le dites, là, les cibles de 2030, on oublie ça. Là. On n'est pas capable de les respecter. Là. Bien, lorsque j'étais ministre de l'Environnement, il y a une organisation indépendante du gouvernement qui s'appelle l'Institut du climat du Canada qui a fait des études et qui disait que grâce au plan que j'avais mis en place, on avait 85 à 90 d'atteinte de nos cibles. Alors, je n'étais pas certain, mais on avait quand même des bonnes chances. Là, avec tout ce qui a été annoncé dernièrement, ça devient impossible d'atteindre nos cibles pour 2030. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner, mais je pense qu'il faut être honnête avec les Canadiens et les Canadiennes là-dessus. Là, ce ne sera simplement pas possible. Disons-le clairement, M. Guilbeault, les préoccupations économiques ont pris le pas sur la lutte au changement climatique. Oui, puis je le comprends, je l'ai dit dans une déclaration que j'ai mise la semaine dernière avec tout ce qui se passe, les États-Unis, le secteur de la foresterie, l'acier, l'automobile. Bien sûr que l'économie a pris le pas sur l'environnement, mais moi je pense qu'il ne faut pas malgré tout négliger l'environnement. Ça va nous rattraper, on le voit avec les feux de forêt, les inondations, les vagues de chaleur. Ces problèmes-là ne vont pas disparaître parce qu'on arrête d'y penser. Donc, oui, bien sûr, l'économie doit être une priorité, mais l'environnement doit rester un élément central de l'action de notre gouvernement. Et là, présentement, c'est pas clair que c'est le cas pour moi. M. Guilbeault, merci beaucoup de nous avoir expliqué les raisons de votre départ ce matin. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.